passer à... Ici, c'est S2O3 de moins, donc la molécule est liant dans ce cas suivant. C'est S2. Très bien. Donc, si vous regardez bien, quelle est la différence entre S2O3 de moins et SO4 de moins? La différence, c'est qu'on a substitué un des oxygènes par un des soufres. D'accord? Donc, c'est la seule différence que vous voyez. Donc, on a enlevé donc, ici un oxygène, c'est devenu 3, et ici, on a 2 soufres. D'accord? Donc, on devrait substituer, donc, dans ce cas, un oxygène par un soufre. Donc, celui-là ou bien celui-là, puisque c'est symétrique, donc celui-là ou bien celui-là qui forme une double liaison. Donc, pour choisir, il suffit de revenir encore une fois donc, au tableau périodique. Donc, quel est celui qui va prendre la charge négative? Ce sont toujours les oxygènes. D'accord? Donc, ce sont les oxygènes qui vont prendre la charge négative. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix que de faire une substitution au niveau de l'oxygène, donc qui a une double liaison. D'accord? Donc, je vais reprendre tout ça. Donc, ici, j'ai dit que c'était le deuxième état excité, d'accord? Donc, état excité, deuxième état excité. Donc, j'ai écrit état excité donc, parce que j'ai copié-collé, d'accord? Mais c'est deuxième état excité. Donc, maintenant, au lieu des oxygènes, donc on avait 1, 2, 3, 4 oxygènes. Donc, le choix, il a été basé sur l'électronégativité. Donc, les deux oxygènes avec la charge négative ne peuvent pas être substitués par un soufre. Un de ces oxygènes devrait être substitué par un soufre. Et on voit si on a raison ou pas. Donc, au niveau de la configuration électronique pour vérifier. D'accord? Un soufre, un des deux soufres devrait. Et pour gagner du temps, mais maintenant, ça marche. Donc, pour vérifier, donc, il suffit d'aller directement sur la configuration électronique du soufre à l'état fondamental. D'accord? Donc, à l'état fondamental, qu'est-ce qu'on a? On a deux doublés, de même que l'oxygène que nous avions ici, et on a deux électrons célibataires qui peuvent former une double liaison avec donc ce soufre. D'accord? Avec ce soufre qui est à l'état excité, donc deuxième état excité. Je vais l'écrire pour le confirmer ici. Donc, on a 1, 2, 1, 2, donc on forme la double liaison et bon, c'est pratiquement la même représentation de Lewis à l'exception qu'on a substitué dans cet oxygène. J'insiste pour que vous vous rappeliez que la condition pour substituer, donc où est-ce que je vais mettre mon soufre? Bon, ici ou bien ici. Donc, on sait que l'oxygène, c'est celui qui va prendre les charges négatives. Donc, ce ne serait pas le soufre dans ce cas, parce qu'il a la possibilité ici de prendre un électron. Donc, ça va devenir une configuration électronique similaire à celle de l'oxygène, mais il ne va pas le prendre parce que l'oxygène, donc c'est celui qui est le plus électronégatif donc, sur le tableau périodique. Si vous voulez le voir d'une manière qui est plus claire, donc ici, donc l'oxygène, il est au-dessus, l'électronégativité donc augmente dans ce sens. Alors, la substitution va être effectuée au niveau donc, de l'oxygène ayant une double liaison. Passons maintenant. Est-ce que c'est clair, d'accord? Je crois que c'est clair.
Je Oui, l'espère. oui. D'accord. Donc la condition, c'est prendre en considération tout ce que vous avez appris sur le tableau périodique, donc l'électronégativité dans ce cas, où est-ce que se positionne le soufre par rapport à l'oxygène sur le tableau périodique, où est-ce que l'électronégativité augmente, quel est l'élément le plus électronégatif, et comme ça, vous savez où est-ce que vous allez mettre vos charges et où est-ce que vous allez faire la substitution. Excusez-moi un moment. C'est juste pour confirmer que le TD marche bien à votre professeur de cours. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes donc, au niveau donc, technique pour le TD. Donc, j'essaie toujours de confirmer au professeur de cours qu'on est en train d'effectuer le TD. Passons maintenant à l'ion donc, numéro 4, S4, O6, 2-. Maintenant, pratiquement, ça va aller d'une manière qui est automatique. D'accord? On a dit que c'est S4, 6. Donc, si on regarde S2O3, 2- et S4O6, 2-, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que celle-là, c'est 2 fois donc celle-là. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, donc comment on va faire pour la représentation? Quel sera l'atome central? Dans ce cas, on n'a pas la possibilité de savoir quel est l'atome central, d'accord? La seule manière de faire, c'est d'après l'énoncé, déjà, donc si on revient sur le début de l'énoncé, déjà on nous dit que la forme moléculaire du soufre contient des boucles de composition S8. D'accord? Ça veut dire que le soufre, il peut se combiner avec plusieurs soufres donc pour donner jusqu'à 8 soufres d'un seul coup. D'accord? En série. Ça veut dire que dans ce cas, ce que vous aurez, ce serait donc des soufres liés entre eux. Vous êtes sûr que vous avez, je vais le prendre ici pour que ce soit plus grand, plus facile donc, à vous y retrouver. Donc, ici, vous savez que vous devriez avoir 4, d'après l'énoncé, d'accord? D'après les données. Donc, 4 soufres qui seront en liaison les uns avec les autres. Bien sûr, je ne sais pas si ce sont des doubles liaisons ou bien des liaisons simples, mais vous aurez 1, 2, 3, 4 donc qui seront en série comme ça. Et ensuite, vous aurez donc les oxygènes qui vont venir s'attacher ici. Donc, d'après déjà ce cas, on sait que donc, ce que vous aurez ici, donc ce serait donc des oxygènes reliés avec un soufre. Donc ici, au minimum, vous aurez donc 3 oxygènes avec un soufre. Et ici, donc un soufre et 3 oxygènes. Donc on peut reprendre la configuration électronique pour confirmer donc ce que je suis en train de dire, pour que ce ne soit pas donc seulement d'une manière fictive ou bien orale. Je vais reprendre la configuration et on va essayer.
s'installer petit à petit. D'accord? Donc, dans ce cas, on a 4 soufres. D'accord? L'oxygène ici. Donc, on a 4 soufres qui devraient être reliés les uns aux autres. D'accord? Donc, pour les relier, on a la possibilité d'avoir, donc, avant on avait une double liaison ici. Si on a une double liaison au niveau de ce soufre, ça veut dire qu'il ne va plus pouvoir se combiner avec d'autres. D'accord? Donc, si vous revenez sur la configuration électronique, si vous mettez une double liaison ici, donc, vous n'avez plus la possibilité de le combiner avec n'importe quel autre élément. D'accord? Donc, ici, donc, la double liaison devrait disparaître. Donc, je me base sur ce qu'on a vu donc, avant avec ce qu'on est en train de faire maintenant. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc 1, 2, 3, donc oxygène. Je peux les copier ici. Donc, je me base sur ce que j'avais avant. Donc, j'ai 3 oxygènes. Et on va voir quelles sont les liaisons qu'il va effectuer. Le soufre, quelles sont les liaisons avec ces oxygènes. Bon, ce soufre, c'est celui qui a cette configuration électronique, donc du deuxième état excité, d'accord? Et rappelez-vous qu'on a 2 oxygènes qui vont porter la charge négative, et dans ce cas, on aura 4 oxygènes qui ne portent pas de charge négative, d'accord? Ça veut dire qu'on aura 4 oxygènes ayant chacun 2 électrons célibataires, d'accord? Donc, 2 oxygènes qui vont prendre la charge négative et 4 oxygènes, chacun ayant 2 électrons qui peuvent former donc une double liaison. D'accord? Donc, puisque maintenant, on a libéré donc, un électron sur ce soufre, ça veut dire qu'un oxygène, au lieu d'avoir cet oxygène ayant une charge négative, ça sera un oxygène, donc son charge négative, qui va former donc, une nouvelle double liaison ici. Je vais la mettre comme ça. Et comme ça, avec un nouvel oxygène. Bon, je viens de le dire et je vais insister. Donc, pour avoir donc, une liaison S et S, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû donc libérer un électron donc, ici, donc celui du soufre, d'accord, qui va être une deuxième soufre, pardon, qui va être donné bon, à la liaison suivante. Et ça veut dire qu'on a libéré un électron au niveau du premier soufre, de celui-là. Puisqu'on a un électron libéré et on a 4 oxygènes qui peuvent former des doubles liaisons, donc on aura donc 2 doubles liaisons avec 2 oxygènes et une seule liaison avec un oxygène chargé négativement ici. Et je peux maintenant reprendre les charges.
et mes électrons sont dédoublés libres dans ce cas. Charge négative ici. Et on a dit que les deux autres oxygènes vont avoir donc des doubles liaisons. Comme ça. Et la deuxième. Ça, bien sûr, chacun donc ayant un, deux doublés libres. Donc, je vais mettre mes doublés libres. Donc, maintenant, on avait une seule liaison ici. On a un électron de libre ici qui peut donc se combiner avec un autre électron donc, qui peut être donc libre ici. Donc, il en a deux, un et deux. Donc, il a besoin d'un électron pour former une liaison avec ce soufre et un autre électron pour former une autre liaison avec ce soufre. Donc, un et deux. Donc, un ici et l'autre ici. Un électron à ce niveau qui va former cette liaison et un autre électron à ce niveau pour former cette liaison. Bien sûr, ce soufre, encore une fois, sera un soufre au deuxième état excité. D'accord? Et puisque donc, on a dit que il a la même forme, ou bien c'est un ion qui a la même forme que celui-là, donc ça sera la même chose. Donc, dans ce sens, dans le sens donc, à droite où on a le quatrième soufre. Et en plus, donc si on revient sur ce soufre, ces deux soufres au milieu, donc qu'est-ce qu'on a? On aura un électron donc mis en commun ici, un autre électron mis en commun ici. On a deux doublés qui sont libres. On devrait donc représenter. Donc, les deux soufres qui sont au milieu, ce sont deux soufres qui sont à l'état fondamental. Si on regarde à l'état fondamental, on a deux doublés qui sont libres, un et deux, et on a deux électrons qui vont former donc deux liaisons. Que ce soit une liaison double, donc s'il y avait un seul soufre, que ce soit une liaison simple, donc avec chaque donc, atome soufre qui est voisin, donc un et 2, donc un et 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, donc, par symétrie, si vous voulez, donc, vous pouvez prendre tout ça. Et vous aurez un oxygène ici. Bien sûr, vous pouvez toujours vérifier sur les cases si vous avez le même nombre d'électrons, même nombre de doublés, etc., etc. Et donc, le dernier portant la charge négative. Que je vais déplacer
l'autre sens. C'est comme ça. D'accord? Donc, et vous avez votre représentation de Lewis, ou bien la structure de Lewis. Qu'est-ce qu'il reste? Donc il reste une seule molécule. Donc on a H2S. H2S, c'est très facile. On devait même commencer avec H2S pour aller plus rapidement. Mais bon, ce n'est pas un problème. On va passer maintenant à H2S. H2S, donc l'hydrogène, on sait qu'il a un seul électron sur la couche 1s. Pour l'hydrogène. Ça. Pour le soufre, donc le soufre, il suffit de prendre donc le soufre à l'état fondamental. Donc cet exercice, il est important parce qu'il traite le soufre. Et j'avais dit donc au départ aujourd'hui que le soufre et le phosphore, donc les deux éléments qui donnent beaucoup de problèmes au niveau de la structure de Lewis, ce sont le soufre et le phosphore parce que vous avez toujours la possibilité des états donc excités. Ici, l'hydrogène. Maintenant, il suffit de prendre un hydrogène et avoir une liaison ici et le deuxième hydrogène forment sa liaison. Donc chaque hydrogène former une seule liaison sans passer à un état qui est excité et on peut représenter donc cette molécule K. Donc le soufre ici, le reste. Un hydrogène va apporter un électron et le combiner avec un autre du soufre et l'autre hydrogène va faire la même chose. Il va le combiner, pardon, avec l'autre électron restant dans ce cas. Et j'ai deux doublés libres, 1 et 2. Je peux prendre ces deux doublés pour les représenter. On va les oublier. Et voilà la structure de Lewis dans le cas de H2S. Si vous revenez sur les réponses ici, donc vous avez toutes les structures de Lewis. Donc moi, j'ai détaillé la manière de retrouver les différentes structures de Lewis. La seule structure qui est relativement difficile, c'est celle-là. Mais celle-là, elle devrait dériver de celle-là, d'accord? Donc vous avez une seule condition que vous devriez connaître, c'est que d'après les données, les soufres devraient se combiner les uns avec les autres. Parce que la question qui se pose, où est l'atome central? Quel est l'atome qui sera l'atome central au niveau de S4O6 de moins?
Dans ce cas, vous ne pouvez pas décider d'une manière aléatoire. Vous allez sur l'énoncé, vous avez donc, sur l'énoncé que les soufres, ils vont se combiner d'une manière à être une série. Ça veut dire que vous devriez donc ouvrir ici d'une manière ou d'une autre et former une autre liaison à ce niveau. D'accord? Donc, vous avez tous les détails sur le PowerPoint sur lequel je viens d'expliquer comment ça marche. Passons maintenant à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est à partir de la théorie de Gillespie, en déduire le type de molécule et la géométrie réelle. Donc, on nous a déjà désigné une molécule SO2, bien deux molécules SO2 et H2S et un anion qui est SO4 2. La théorie de Gillespie. Premièrement, retrouver la structure de Lewis. Deuxièmement, retrouver le facteur N plus M. Ensuite, donc, vous allez retrouver quelle sera la géométrie donc, de répulsion. Et ensuite, la géométrie réelle en enlevant les doublés qui sont libres. On va reprendre donc l'exercice, ou bien la résolution de l'exercice, et on va aller directement à SO2. Bon, on a retrouvé sa structure de Lewis. Maintenant, on a besoin du facteur N plus M. M est égal à N, on a dit que c'est le nombre de ligands. Donc c'est 1, 2, il est lié à deux atomes, deux oxygènes, plus donc, le nombre de doublés qui sont libres. On a 1 pour l'atome central soufre, c'est 3. Automatiquement, si c'est 3, vous avez votre tableau déjà qu'on vous a donné sur le cours. Vous devriez savoir que maintenant, ça sera une géométrie triangulaire dans ce cas parce que vous avez 3. D'accord? Maintenant, quelle sera la géométrie donc, de répulsion? Elle devrait être triangulaire. Je vais aller à la fin. Donc, N plus M est égal à 3. Elle devrait être triangulaire. Si on la laisse sous sa forme de structure de Lewis, donc c'est faux. Comme ça, donc elle est linéaire. Elle devrait être, donc on cherche la géométrie de répulsion dans ce cas. On a dit que triangulaire, donc on a ce doublé ici qui va exercer donc une force de répulsion sur les deux. Le doublé qui va exercer des forces de répulsion sur les deux liaisons. Et qu'est-ce qui va se passer donc? Ce qui va se passer, c'est que les deux oxygènes vont changer de position. Pour former donc une sorte de triangle. J'ai enlevé les doublés, d'accord? Sinon, ça devient vraiment encombrant ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais bon. On aura besoin seulement des doublés de l'atome central. Ce sont ceux qui sont les plus importants, qui nous permettent aussi de retrouver
géométrie donc réelle. Et ici, on vient de dire que on aura quelque chose de cette forme. Changement de position des oxygènes vu que qu'il y a répulsion. Et on peut dire que au-delà d'être triangulaire, c'est triangulaire, donc ça veut dire triangulaire plane. D'accord? Si c'est triangulaire, ce sera dans le plan triangulaire plane. Donc, ça, c'est la géométrie de répulsion, géométrie donc, à cause de ce doublet. Pour la géométrie réelle, il suffit d'enlever donc ce doublet. D'accord? Donc, je vais prendre la même. Dans le doublet, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une géométrie sous une forme qu'on va dire coudée, ou bien une géométrie sous forme V. D'accord? Comme vous voulez. La géométrie réelle, forme coudée, bien forme V. Passons maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est un anion, si je me rappelle bien, c'est l'anion SO2. SO, pardon, SO4 de moins. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris SO2. SO2, c'est une molécule, ce n'est pas un anion. SO4 de moins. SO4 de moins, il est où? SO4 de moins, c'est celle-là. Je vais la reprendre. SO4 de moins. Alors, bon, même manière de procéder. N plus M en premier. N, c'est le nombre de ligands. M, c'est le nombre de doublets qui sont libres. N, nombre de ligands 1, 2, 3 et 4. 4 plus M, nombre de doublets libres sur l'atome central. Donc, il n'y en a pas. 0 est égal à 4. Automatiquement ici, je vais dire que c'est une forme. Excusez-moi, je dois mettre en charge mon ordinateur, sinon ça va s'éteindre. Donc, un moment, s'il vous plaît, je vais brancher et je reprends.
Donc, OK, c'est fait. Donc, je reprends. On a dit que, premièrement, pour la géométrie de répulsion et réelle, selon Gillespie, on retrouve donc n plus m. On a 4 ligands, donc n est égal à 4. Le nombre de doublés libres sur S, il n'y en a pas. Alors, m est égal à 0. Donc, n plus m est égal à 4. Et on peut déduire que dans ce cas, on aurait une géométrie tétraédrique. Et maintenant, on va retrouver la géométrie de répulsion. Une géométrie qui est tétraédrique, où on aura 1, 2, 3, 4 qui seront les sommets du tétraèdre et S qui serait au cœur du tétraèdre. Et on peut la représenter de la manière suivante. Je vais essayer de gagner du temps en prenant un cas qu'on avait déjà traité et je vais y insérer les différents atomes. La géométrie de répulsion devrait être tétraédrique. Un oxygène ici, un oxygène, le dernier pour la base ici, et un soufre donc à l'intérieur, donc au cœur de notre tétraèdre. Dernier oxygène. Serait le sommet, dernier sommet à ce niveau. On a différentes liaisons. Ici, bon, c'est difficile pour moi de représenter sur PowerPoint les différentes liaisons, donc je vais me contenter de ça, mais il suffit de rajouter donc les deux charges pour un petit peu faire voir que deux oxygènes, ce sont ceux qui ont une seule liaison et les autres donc avec une double liaison. D'accord. Sur papier, en général, c'est plus facile de le faire. Donc, on a un oxygène qui va vers l'intérieur. Ça veut dire que de l'autre côté du plan de votre écran, et un autre oxygène qui vient donc dans votre sens, dans le côté avant de votre écran. D'accord, c'est celui-là. Celui-là, il devrait avoir une double liaison. Je peux la mettre maintenant. Et celui-là, une double liaison. C'est encore mieux. D'accord, donc la géométrie de répulsion, on a dit que c'est tétraédrique. Ce qui va manquer, c'est la géométrie réelle. On va regarder si on a des doublés libres sur l'atome central. L'atome central, c'est le soufre dans ce cas. Dans ce cas, on n'a pas de doublé libre. Ça veut dire que la géométrie réelle, ce sera la même que celle-là. Et on va maintenir le fait que c'est tétraédrique. Pas de doublé à enlever dans ce cas. Très bien. Dernier cas, donc la molécule H2S. Est-ce que vous m'écoutez? J'espère bien que vous m'écoutez, parce que sinon je suis en train de me parler à moi-même. Très bien. Il y a des gens
ici. Alors, dernier cas, même procédure. D'accord, on va reprendre tout ça. Vous voyez que c'est quelque chose de mécanique. Si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, donc c'est difficile de résoudre. Mais c'est quelque chose de mécanique qu'on est en train de faire. Retrouver le facteur n plus m. Et ensuite, essayer de retrouver les géométries, que ce soit de répulsion ou bien réelle. Alors, on prend notre calcul. Et n plus m dans ce cas, n c'est le nombre de ligands 1 et 2, deux hydrogènes. Et m c'est le nombre de doublés libres, c'est 2, c'est 4. Dans ce cas, puisque n plus m est égal. La géométrie de répulsion. La géométrie de répulsion dans ce cas, c'est un tétraèdre qu'on devrait représenter. Je vais reprendre celle-là encore une fois. Dans ce cas, un tétraèdre formé de quoi? Formé de 2 hydrogènes et formé de 2 doublés. Ici, ils vont aussi former le tétraèdre. D'accord? Je vais faciliter les choses. Je vais mettre mes liaisons ici. 2 hydrogènes. Et ici, au lieu des oxygènes qu'on avait pour SO4, on aura les 2 doublés. Un rentrant et l'autre sortant du plan. Je vais mettre celui-là. Ça. Et le doublé, je vais repêcher sur ici. Et l'autre doublé rentrant. Donc, ça veut dire de l'autre côté du plan de votre écran, ce doublé, et vous avez donc votre tétraèdre bien défini. La géométrie de répulsion va se maintenir tétraédrique puisqu'elle a été définie du facteur n plus m et la géométrie réelle. Donc la géométrie réelle, on va reprendre celle-là. Et ce qu'on va faire, c'est enlever et doubler dans ce cas. Ils vont disparaître. Et
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Ce qui se passe, c'est qu'on a retrouvé une forme similaire à celle-là. D'accord? Donc, c'est une forme de géométrie, forme coudée, et une forme en V. Pardon, c'est une forme en V, donc un triangle comme ça. C'est une forme qui est sous forme de V ou bien, je sais pas si je peux la tourner. Non. Sinon, vous pouvez bien voir que ici, donc c'est un V. Comme ça, on a terminé la question C. Il nous reste la question D. Quel est l'état d'hybridation des atomes de soufre dont H2S2O3 et H2S4O6? H2S2O3, c'est la même chose que de parler de l'ion S2O3 de moins et H2S4O6, c'est la même chose que de parler donc de l'ion S4O6 de moins. À ce niveau, j'aimerais vous rappeler que en général, si on vous donne ces molécules comme ça, la dernière chose à faire, c'est de mettre les hydrogènes. D'accord? Donc, en premier lieu, vous devriez mettre les atomes qui ont plusieurs électrons et les hydrogènes, ce sont les derniers à mettre sur votre représentation de Lewis. D'accord? Donc, ça, c'est juste une astuce à utiliser. Donc, maintenant, quel est l'état d'hybridation des atomes de soufre dans ces deux cas? Pour ce faire, on va reprendre, donc pour chaque cas, on va reprendre leur représentation de Lewis. On nous demande l'état d'hybridation des soufres. Donc, H2S2, on croit que c'est celle-là. La seule différence, on a dit qu'au lieu d'avoir on aura donc une liaison ici avec l'hydrogène. L'hydrogène dans ce cas, donc ce sont des hydrogènes H+, d'accord? Ça veut dire que le doublet va former la liaison, d'accord? Donc dans ce cas, on nous demande l'état d'hybridation de ce soufre et l'état d'hybridation de ce deuxième soufre. D'accord? Donc, pour retrouver l'état d'hybridation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Soit retrouver donc le facteur n plus m, et le facteur n plus 1 vous donne accès directement à l'état d'hybridation, soit faire le compte donc des différentes liaisons que vous avez ici. On a dit qu'on prend en considération seulement les liaisons sigma
et les doublés libres, donc les liaisons pi double ne sont pas considérées. Ça veut dire que la deuxième liaison n'est pas considérée. Ça ne veut pas dire que la première liaison n'est pas considérée. Ça veut dire que vous considérez une seule des deux liaisons que vous avez. Donc, une sera sigma et l'autre sera pi. Ou bien, donc on l'avait vu la dernière fois, vous pouvez utiliser la méthode des cases aussi pour retrouver vos liaisons sigma et vos liaisons pi directement. On va prendre la manière la plus simple de faire. N plus 1 pour le soufre, pour le premier soufre, on va le nommer soufre 1. D'accord, je vais lui rajouter ici un numéro pour que ça soit clair pour vous. Donc soufre 1, soufre 2. Soufre 1, S1, on a, je vais la langue ici sinon, N plus M, dans ce cas, est égal à quoi? N, c'est le nombre de ligands. 1, 2, 3, 4. Plus le nombre de doublés libres sur ce soufre. C'est 0. C'est 4. C'est géométrie tétraédrique. Et on peut conclure qu'on a une hybridation de quel type? SP3. Je vais essayer de refaire ça d'une manière plus claire avec les cases pour que vous voyez que vous avez la participation donc, de 1S et les 3P pour former donc les liaisons principales sigma. Si on veut utiliser l'autre méthode, on a dit faire le compte des liaisons sigma et des liaisons des doublés libres. D'accord? Donc, pour ce faire, on continue pour S1. L'autre méthode, c'est de compter les liaisons. On peut insérer ici les différentes liaisons